Et puis dans le monde, je vais y revenir, pour donc former au coaching professionnel des personnes qui souhaitent soit passer professionnel du métier de coach professionnel, soit apporter à leur arc de professionnels, soit dans les ressources humaines, soit dans les fonctions dirigeantes, cette compétence de coaching. Et puis, il y a 5 ans maintenant, on a eu l'opportunité et la chance de pouvoir développer un réseau de coachs internationaux qui s'appelle WeLead, qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble de la planète. Ce qui est important par rapport à WeLead, c'est des coachs qui sont capables effectivement d'avoir une langue internationale, l'anglais, le français, et une langue locale, le chinois, le thaï, l'espagnol, le suédois, pour pouvoir intervenir dans toutes les régions du monde. Donc, page suivante. On a choisi dès le début de revendiquer un attachement aux meilleurs critères d'enseignement du coaching. C'est pour cela que, comme l'a dit Catherine, on est très engagé au sein d'ICF. Denise aussi a pris des responsabilités, je vais revenir. D'autres responsables au sein de l'équipe sont aussi très engagés auprès d'ICF. On a formé plus de 2000 professionnels depuis 20 ans maintenant. On intervient dans l'ensemble de la France et aussi dans l'ensemble sur les 4 continents. Et on revient d'un merveilleux voyage en Chine avec notre distributrice Karen qui développe donc l'activité en Chine et qui nous permet donc de rayonner sur différents continents. Donc, nous avons spécifiquement 3 partenaires sur 3 pays. Donc, je viens de parler de la Chine. Nous avons NESA, donc, qui est avec nous ce soir pour le Maroc, et au Portugal, qui a été la terre native d'Activision Coaching Institute il y a 20 ans. Nous pouvons faire cela parce que nous sommes entourés de professionnels, maintenant 40 professionnels autour de nous, qui nous aide donc à développer la structure. Catherine a déjà parlé de l'équipe de coordination et puis les différents aspects de notre appartenance à ICF, c'est évidemment la distribution des accréditations. Donc, pour ceux pour lesquels ces acronymes ne veulent rien dire, c'est une bonne raison de nous appeler, de nous faire signe pour savoir à quoi correspondent ces différents niveaux d'accréditation de professionnels de coaching. Nous avons aussi évidemment des coachs formateurs qui sont tous adhérents à ICF et qui sont tous détenteurs de certification de professionnel coach ou de master coach pour pouvoir assurer les formations au meilleur niveau. Et comme je le disais, la galerie de portraits en bas de l'écran, c'est l'ensemble de nos partenaires qui sont d'une façon ou d'une autre responsables au sein de l'ICF. Donc Catherine en a parlé, Isabelle Nolot et Nicolas Bou qui ont pris des responsabilités au sein de la France avec Denis Siglima. On voit Karen Neza et puis le monsieur, Catherine, je pense que Les juin. Juan, qui a aussi des responsabilités au sein de ICF. l'ICF Portugal. Voilà. Et donc, nous avons fait un point sur nos ambitions pour ces 20 ans. Nous avons 4 axes essentiels. Nous sommes déterminés à continuer à rester un organisme de référence dans la formation au coaching professionnel en France et dans le monde. Nos expériences, notre retour de Pékin nous font confirmer qu'il reste effectivement à travailler beaucoup pour la reconnaissance de ce métier. Et je pense qu'on a une bonne place pour le défendre. Donc, le développement international reste un point important et très important pour aussi comparer les pratiques du coaching dans le monde. Catherine va y revenir. Et c'est assez impressionnant de voir qu'avec les différences culturelles, il y a aussi une grande homogénéité dans le métier du coaching, en tout cas tel que défendu par ICF. Et on l'a vraiment vécu à propos de la certification en Chine la semaine dernière. On voit bien qu'il y a vraiment un socle commun sur la pratique du coaching et ça, c'est un point très, très intéressant. Catherine va en reparler aussi. Nous sommes très intéressés à l'évolution technologique, en particulier de l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans nos métiers. Je pense que c'est en devenir et en recherche, mais c'est un sujet sur lequel nous avons vraiment décidé d'investir.
et en particulier pour défendre le coaching professionnel qui a encore besoin d'être reconnu et d'être défendu, puisqu'il y a des pratiques pas forcément, comment dirais-je, qui correspondent à notre conception du coaching professionnel, pour dire les choses comme cela. Et je pense nous avons tous un travail dans ce groupe que nous présentons aujourd'hui pour faire reconnaître le coaching et faire connaître ce que c'est que le coaching professionnel et ses spécificités dans un monde qui en a bien besoin. Donc, merci Paul pour cette introduction. Et en effet, ça nous amène bien à notre thème d'aujourd'hui, qui est un panorama du marché du coaching tel qu'il est. Et nous risquerons à avoir une petite fenêtre sur les tendances et les perspectives pour le futur. Mais bon, comme chacun sait, dans un environnement aussi changeant que celui dans lequel nous vivons, ça révèle de la boule de cristal. Mais en tout cas, on a quand même quelques idées sur les tendances. Peut-être avant de démarrer, quelques petits points techniques. D'abord, un grand merci à tous ceux qui se sont connectés depuis qu'on a fait notre petite introduction. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, si vous avez des questions ou des remarques, merci de les indiquer non pas dans le chat, mais dans les Q&R, c'est-à-dire questions-réponses. Nous aurons un temps à la fin de cette séquence de présentation pour discuter avec vous, répondre à vos questions. J'appellerai Sophie et Denise à se joindre à Paul et moi pour discuter. Et donc voilà, indiquez vos questions dans le Q&R et vos observations aussi, bien sûr. Alors, le marché du coaching, quelques sources. Alors, moi, j'aime bien avoir des chiffres, j'aime bien que les choses soient précises, et j'avoue que ça reste quand même un des grands défis. Fort heureusement, nous avons accès à des études d'ICF qui sont de plus en plus précises, sophistiquées, avec de plus en plus de réponses. Donc, une bonne partie de ces chiffres sont issus des deux coaching surveys de 2019 et 2023, environ 14 000 réponses dans 150 pays, et aussi d'une autre étude qui s'appelle la Global Consumer Awareness Survey, qui a été effectuée auprès de 30 700 personnes dans le monde cette fois. Et puis quelques indications pour la France du CIMAX. Je tiens à préciser, donc pour éviter toute frustration, je n'ai pas de chiffres par pays. Ça, c'est un gros manque dans le domaine du coaching. On n'a pas de chiffres précis par pays. Néanmoins, par rapport aux études d'ICF notamment, la France est le deuxième marché après l'Angleterre, et donc on pourra commenter ensemble, mais on peut considérer qu'une bonne partie des chiffres, des tendances qui sont indiquées pour l'Europe s'appliquent aussi à la France. Voilà, et évidemment à votre écoute pour affiner ensuite ensemble. Donc les quelques éléments clés qu'on va commenter ce soir concernent premièrement l'évolution du marché et sa croissance rapide, tant en nombre de coachs qu'en activité et en revenus, avec néanmoins des disparités régionales. Le deuxième point que nous allons aborder est la question de la notoriété du coaching, qui continue à progresser avec l'importance des certifications et des labels. Néanmoins, nous verrons qu'il reste un certain nombre de poches de confusion et encore du travail à faire sur cette notoriété, et notamment sur le retour sur l'investissement. Le troisième point, on va un peu réfléchir sur les questions de maturité du marché et en quoi cette maturité est un levier de développement pour notre métier. Et puis évoquer en fin de webinaire les menaces et opportunités en termes de retour sur investissement, de reconnaissance, de technologie, de données et de nouvelles formes de coaching comme le coaching collectif. Voilà le programme du webinaire. Donc pour démarrer tout de suite avec le marché, alors c'est quand même très impressionnant parce que c'est un marché qui a connu une croissance de plus de 50% depuis 2019. Alors j'ai un peu regardé, il n'y a pas tant de marchés que ça qui sont aussi en croissance, et on va évidemment s'interroger sur les raisons de cette croissance, notamment parce que 2019, vous vous en souvenez tous, c'était le Covid. Et finalement, ça a eu un effet bénéfique pour notre métier, en tout cas très, très néfaste, et bien évidemment une pensée pour les victimes de cette terrible épidémie. Néanmoins, dans notre métier, ça a permis
d'accélérer, je dirais, la pratique du coaching à distance. Ça a aussi mis en lumière un certain nombre de besoins d'accompagnement qui étaient probablement un peu masqués, mais si on pense au travail à distance et à l'isolement de certaines personnes qui se sont retrouvées du coup seules et se sont aperçues qu'avoir une ressource comme un coach pour discuter, c'était primordial. Donc la croissance de nombre de coachs, et puis dernier point qui n'est pas le moindre, pendant cette période, beaucoup de gens ont décidé de se former, l'activité étant ralentie dans un certain nombre de secteurs, et du coup, ça nous a amené à cette évolution du nombre de coachs. En France, on estime aujourd'hui, et là, c'est des chiffres issus de dernières estimations du CIMAX, qui est le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement et du coaching. On estime à 15 000 coachs environ, soit plus de 10% par an, et une croissance de 10% par an, et de 10% par an, probablement aussi dans les prochaines années, mais là, on en parlera un peu plus tard. Alors, les disparités géographiques dont je parlais, c'est clair qu'il y a plusieurs univers dans l'univers du coaching. Je dirais qu'il y a les pays dits fortement industrialisés, avec des formes de management très participatifs, une attention aux ressources humaines et voilà, des gros enjeux d'attractivité de leurs talents, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe. En gros, surtout l'Europe de l'Ouest, mais l'Europe en général, qui ont des taux de croissance aux alentours de 50%. L'Asie, et on y reviendra, a un taux de croissance quasiment le double, plus de 80%, voire plus de 100% dans certains pays. Mais il faut savoir, et on verra les nombres, les chiffres, l'Asie est quand même très très en retard pour l'instant, et c'est encore un marché tout à fait émergent en matière de coaching. En effet, si on regarde maintenant le nombre de coachs, on a en gros à peu près l'Europe, toute l'Europe, à 30 800 coachs, 34 200 à l'Amérique du Nord et l'Asie 8 600. Donc on voit tout de suite que cette croissance forte de l'Asie, on est quand même encore très très loin d'avoir un marché mûr, une profession reconnue, comme c'est le cas en Europe et en Amérique du Nord. L'intérêt, le point que je souhaitais souligner sur cette page, c'est aussi le pourcentage d'activité. Donc, on est une profession, là aussi on le verra un peu plus tard, qui n'est pas exclusive, c'est-à-dire que la plupart des coachs ne font pas que du coaching. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des coachs qui se nomment coach, en tout cas qui ont été répertoriés dans ces études, ont une activité assez soutenue, de l'ordre de 90%. Ça veut dire qu'ils font quand même essentiellement du coaching, et qu'en tout cas parmi ceux qu'on a dans les associations et qui se déclarent coach, ils sont en activité. C'est un point assez important quand on va réfléchir à la notoriété du métier, à son évolution. C'est sûr qu'en termes d'image, il vaut mieux avoir des coachs actifs que des coachs semi-actifs ou qui font du coaching en dilettante. Donc on a bien affaire à des professionnels d'un métier, même s'ils font autre chose, ils sont actifs en coaching. Ça, c'est un point important. Et ça, cette activité a augmenté depuis 2019. Il y a beaucoup plus de coachs actifs qu'il n'y avait avant. J'ai un peu expliqué les raisons. Je pense que la demande aussi a fortement augmenté. On verra ce qu'il en est du côté de la notoriété. Mais en tout cas, l'acceptabilité du coaching maintenant est absolument reconnue, admise dans la plupart des marchés Amérique du Nord et Europe. Doit peut-être encore se faire accepter dans d'autres géographies. Je sais qu'on a nos amis du Maroc qui sont avec nous aujourd'hui. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec certains d'entre vous, mais c'est vrai qu'il y a encore des marchés qui ont besoin de se consolider, où les coachs sont loin d'être autant actifs, ou en tout cas doivent compléter leurs revenus par d'autres activités comme le conseil, la formation ou les interventions de type ressources humaines. Alors, en termes de caractéristiques, ça aussi c'est intéressant. On est quand même une profession, on va dire, qui, en termes d'âge, il y a plus de 48%
qui font partie de la génération X, 40% de boomers, seulement 10% dans les milléniaux et quasiment pas de génération Z. Donc, si on résume, on va rapidement avoir besoin de renouveler les générations de coachs et d'avoir des coachs un peu plus jeunes, même si les coachs expérimentés et avec de la bouteille ont toujours le vent en poupe. Je pense qu'il y a un vrai défi et c'est un défi que j'avais bien identifié dans ma présidence ICF Monde, c'est qu'il est vraiment important que cette profession puisse intéresser des plus jeunes. Et finalement, moi j'ai toujours pensé que le talent n'attendait pas l'âge, donc les jeunes talentueux peuvent tout à fait être coach. Ils auront sans doute moins de bouteilles, mais ils auront un regard neuf, donc je pense qu'ils ont aussi un avenir dans notre métier, et j'espère qu'ils seront nombreux à se former dans les années qui viennent. On est toujours une profession essentiellement féminine. Alors, si on compare ça au métier des ressources humaines, j'ai vu que dans ce webinaire, il y a un certain nombre de personnes qui viennent des ressources humaines. Je pense que c'est un biais qu'on retrouve dans d'autres professions des ressources humaines, une majorité de femmes. Les hommes sont en progression, mais beaucoup plus faibles en fait. Je crois qu'on en est à moins de 4% pour la progression des hommes qui souhaitent être coach. Les rôles maintenant. Donc là, on est vraiment dans le portrait robot de à quoi ressemble le coach dans une moyenne internationale, mais dont on a vu que c'était l'Europe et l'Amérique du Nord qui vraiment influençaient ces résultats. Donc on a quand même encore beaucoup de coachs externes. Donc, je dirais plus d'un tiers, c'est des coachs externes. Il y a un petit 15%, 15-16% de coachs internes qui font du coaching en moyenne à 56% du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'organisation du coaching interne pour les entreprises qui ont choisi cette modalité, les coachs en général donnent un jour par semaine, 2 jours par semaine, euh, parfois trois, mais ils ont vocation à garder une activité au sein de leur entreprise avec d'autres fonctions que le coaching. Et puis, le dernier segment qui est intéressant parce qu'il se développe beaucoup, qui sont les managers, les leaders. Alors, dans les managers et les leaders, il y a évidemment toutes les professions, ressources humaines, accompagnement du changement, gestion des talents, et aussi les gestionnaires d'équipe et les leaders de projets qui se forment de plus en plus au coaching. Ils sont 15% de cette population de coachs et ils passent 30% de leur temps en coaching, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les postures du coaching à d'autres moments de leur journée, mais en tout cas, ils se déclarent 30% de leur temps en mode coach, donc avec la casquette de coaching par rapport à leurs collaborateurs ou les équipes qui sont autour d'eux. Une autre tendance qui est les segments. Donc, quels sont les segments qui se développent le plus? Alors, on a vu émerger et vraiment se consolider depuis 2015, je dirais, ce qu'on appelle le business coaching, c'est-à-dire le coaching au service du développement du leadership ou du management, le coaching de dirigeants. Depuis assez récemment et en progression, mais encore un petit segment, le coaching d'équipe et d'organisation, donc le coaching collectif, et à moindre mesure, le coaching d'entrepreneurs ou de PME. Alors moi, c'est une population que j'ai l'habitude, j'ai pas mal d'entrepreneurs dans mes clients, patrons de PME ou de TI familiales. C'est pas qu'ils n'ont pas de besoin, mais on verra, il faut encore partie de ceux qui disent oui, bon, le coaching, est-ce que c'est pour moi? Ça, c'est pour les grands groupes qui ont beaucoup d'argent. Moi, je peux pas me le permettre. Bon, voilà, il y a encore malgré les besoins nombreux, il y a encore une vraie barrière à l'entrée, à la fois de se dire est-ce que ça va vraiment être utile, est-ce que ça va vraiment être efficace, et puis est-ce que je peux vraiment me le permettre? Donc vraiment questionner le retour sur l'investissement et l'investissement lui-même. Alors pour les coachs, si on regarde du point de vue des coachs, ce business coaching qui s'est développé vraiment, je dirais, depuis les années 2010 et jusqu'à maintenant, est plus rémunérateur.
avec des tarifs plus élevés en moyenne. On estime qu'un coaching de dirigeant en moyenne, c'est 350 euros de l'heure. Alors, ça peut aller de 200 à 1000, contre 150 euros de l'heure pour un coaching, désolé, il manque la suite, pour un coaching de manager ou pour un coaching de vie ou pour un coaching privé, où on est beaucoup plus sur peut-être même moins que ça. Les chiffres, je précise, les chiffres initiaux étaient en dollars, donc on a fait une transposition en euros, mais c'était une moyenne en dollars. L'autre chose, c'est que ça concerne d'abord les coachs les plus expérimentés. Et intéressant de voir que c'est plutôt les hommes, donc on a en tête que un tiers, moins d'un tiers des coachs sont des hommes, mais parmi les hommes qui font du coaching, les trois quarts font du coaching business. Je pense que si on regarde de manière un peu plus fine, ça vient aussi de la source des coachs. Aujourd'hui, une bonne partie des coachs se forment en deuxième partie de carrière, c'est-à-dire en ayant eu auparavant une première carrière. Et souvent, les hommes viennent du monde de l'entreprise, ce qui est peut-être un peu moins le cas pour les femmes, mais on a quand même 64% des femmes qui se déclarent des business coachs. Donc, c'est aussi en progression. Alors la question des revenus, parce que c'est vraiment une question qui nous tient à cœur chez Activision, c'est-à-dire que si le coaching est un métier, une profession, on peut l'enseigner d'une part, c'est une bonne nouvelle, mais aussi on doit pouvoir en vivre. Donc la question des revenus du coaching est un vrai sujet. Elle a progressé énormément depuis 2019. C'est comme si la période post-pandémique a révélé le coaching comme un métier et l'a consacré, en tout cas dans certaines parties du monde, avec des revenus, même s'ils ne sont pas encore tout à fait suffisants pour en vivre complètement, qui sont très décents, avec une augmentation du revenu moyen par coach. Évidemment, une augmentation du nombre de coachs, donc la combinaison des deux fait que le revenu global a augmenté. Pourtant, 53% des coachs gagnent moins de 28 000 euros par an pour leurs activités de coach. Et 75% d'entre eux, enfin de tous les coachs, déclarent avoir au moins une autre activité, soit de conseil, soit de formation, soit de chasse de tête, de recrutement, et dans certains cas aussi de thérapeute en complément du coaching. Donc on voit que on est réellement à un moment pivot qui, pour moi, est essentiel par rapport au futur. C'est un métier qui permet d'avoir des revenus, mais sont-ils suffisants pour que ça soit un métier à part entière? Aujourd'hui, il est encore très fortement complémentaire d'autres choses. Par zone géographique, alors là aussi, on a toujours ce clivage Amérique du Nord et Europe, qui sont au-dessus ou très proches de la moyenne, et on voit de fortes disparités avec les autres zones géographiques, l'Amérique latine, l'Europe centrale et de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique, et puis l'Asie qui est encore très en dessous. Donc on a encore d'énormes disparités et on voit bien que la maturité des marchés conduit à une structure très nettement différenciée des revenus, en plus des disparités de richesse entre les zones. C'est tout à fait des moyennes par continent, donc bon, il faut évidemment prendre ces chiffres avec les pincettes. C'est une des premières fois, je crois que depuis la deuxième fois que ICF propose des chiffres de revenus. C'est du déclaratif, donc voilà, ça nous donne un ordre de grandeur, mais je ne mettrai pas ma main au feu sur la fiabilité de ces données. Alors, on a vu un peu le panorama de à quoi ressemble aujourd'hui la profession de coach, à quoi ressemble le coach, le portrait robot du coach ou de la coach, les revenus qu'il peut en générer. On va s'intéresser maintenant à l'autre aspect de la profession qui est sa notoriété et comment se passe l'acquisition des clients et qui finance finalement le coaching. Donc là, je m'appuie essentiellement sur une autre étude d'ICF qui est celle de 2022, qui est une étude en lien avec la consumer awareness
où il y a eu 30 000 répondants dans le monde entier, et avec des chiffres assez surprenants, qui ont surpris en tout cas. Je crois que l'étude précédente remontait à 5 ans auparavant, et on a aujourd'hui une notoriété qui a nettement progressé. Donc les 2 tiers des répondants connaissent le coaching. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont pratiqué, mais en tout cas, ils savent ce que c'est. Et cette notoriété a nettement progressé de 50% en 2010 à aujourd'hui, et 70% en 2022. Donc en fait, on est sur une tendance de nette progression de la notoriété de la profession, avec toujours ces disparités géographiques. Alors là, j'ai pris l'Europe et l'Asie. L'Europe, on a une notoriété moyenne de 73%, et l'Asie de 39%. Alors, ce 73 et ce 39 sont la combinaison de 2 volets de réponses. Je vous les lis parce que c'est peut-être un peu petit. La première, c'est: je sais que le coaching existe. Voilà, sous-entendu, je l'ai éventuellement pratiqué. Et puis la deuxième partie de réponse, c'est: oui, oui, je suis au courant que ça existe, mais bon, de manière sans moite, c'est-à-dire plus ou moins au courant. Et puis on voit le grand carré bleu pervenche qui est en dessous, 61%. Non, je ne sais pas ce que c'est que le business coaching ou le life coaching. Donc 61% des répondants en Asie ne savent pas ce que c'est, et 27% en Europe, ce qui n'est pas non plus négligeable. On verra que parmi ceux qui savent, il y a beaucoup, beaucoup de confusion. Donc la notoriété du coaching en progression, avec de grosses différences géographiques. Le deuxième facteur de croissance, en tout cas, qui permet à un métier d'exister, c'est évidemment la demande. Donc les clients. Sans clients, pas de coach, pas de métier. Une augmentation de la demande de 33%, une augmentation beaucoup plus forte chez les jeunes générations. Donc ça, c'est un phénomène très intéressant, sur lequel on peut s'arrêter 2 minutes. Ce que je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations, en tout cas celles qui rentrent dans le marché du travail ou qui sont depuis quelques années, s'attendent à être coachées. S'attendent à être coachées pour progresser dans leur carrière, s'attendent à être coachés pour parfaire leur communication, leur style de leadership, comme elles s'attendent à être formées. Donc c'est une demande très, très forte, qui augmente, et je pense que ça va être un des forts drivers de la demande dans les années qui viennent. Le deuxième facteur qui influence la demande, c'est les fameux MLUX. Alors, dit autrement, les managers et leaders qui utilisent les compétences de coaching, qui à la fois se forment, donc il y a une nette augmentation, mais surtout, ils se tournent en prescripteurs. C'est-à-dire le fait d'avoir expérimenté, le fait de s'être formé au coaching, non pas comme certains auraient pu l'imaginer, on crée des concurrents internes, pas du tout. En fait, on en fait des meilleurs acheteurs du coaching, et les managers et leaders qui sont formés aux compétences du coaching voient tout de suite, très vite, l'intérêt pour leurs équipes, pour eux-mêmes, pour leurs collaborateurs, pour les personnes qu'ils veulent faire progresser dans leur équipe. Et donc, une partie de la dynamique de la demande vient de ces managers et leaders qui sont formés au coaching. Là aussi, de grosses disparités par zone en termes de demande. À la question, allez-vous considérer dans les prochains mois de participer à une relation de coaching, c'est-à-dire d'être coaché, ou éventuellement d'impliquer quelqu'un de votre entourage dans le coaching? Alors, en moyenne, 72% des répondants a dit oui, ce qui correspond un peu à la notoriété, hein. Si on compare les chiffres de notoriété, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Et en Asie, évidemment, comme la notoriété est faible, ceux qui ne connaissent pas ne peuvent pas imaginer s'engager dans un processus qu'ils ne connaissent pas. On s'aperçoit néanmoins, même au niveau global, qu'il reste quand même 30% de gens qu'il faut éduquer, convaincre, à qui il faut expliquer ce qu'est le coaching et ce qu'il apporte. Donc ça, c'est quand même un des gros défis, je dirais, un des plus gros défis de notre métier, c'est ces freins.
Le premier est l'un des plus forts qui est, je ne sais pas très bien ce que c'est, je ne sais pas très bien ce que ça va m'apporter. Et puis le deuxième, quand même encore, le coaching est trop cher pour moi et oui, j'ai bien compris ce que c'était, mais je l'envisage même pas parce que c'est hors de ma portée. Même si que ça soit vrai ou pas, en tout cas, ça questionne beaucoup comment notre profession peut valoriser le retour sur l'investissement, comment peut valoriser l'intérêt de recourir à un coach et dans quelles circonstances c'est pas utile et dans quelles circonstances ça l'est. Le troisième facteur de croissance de notre métier, c'est le coaching collectif, c'est-à-dire le coaching des équipes et des organisations. Alors, ces fameux managers et leaders qui utilisent des compétences de coaching ont été fortement prescripteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement de coaching individuel, mais aussi de coaching collectif. La deuxième chose, c'est que les organisations, en tout cas celles qui ont commencé à installer une culture du coaching, avec du coaching interne, du coaching externe, avec justement des managers, des RH qui sont formés au coaching, ont diffusé des cultures de feedback, d'écoute, d'empathie, se sont révélées 2 fois plus performantes que celles qui ne l'ont pas fait. Et ça, c'est une étude de Human Capital Institute d'il y a quelques années qui est en train d'être actualisée et c'est assez flagrant en termes de chiffres. Et puis du coup, on observe cette augmentation du coaching collectif qui augmente de 65%. Alors, si on se souvient des chiffres, on était très 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 bas, donc ça reste quand même pour l'instant encore une niche qui se développe et dont on estime qu'elle va continuer à se développer. Et on verra un peu pourquoi le chapitre des tendances. Alors la question de l'impact et de la satisfaction du coaching, c'est vraiment un sujet qui est délicat parce que si on voit les chiffres ici, ce qu'on observe, c'est que ceux qui ont vécu un processus de coaching, donc ont été coachés, se déclarent satisfaits à 86%. Ça veut dire que ceux qui connaissent, ont expérimenté, ou en tout cas de suffisamment près le coaching, sont satisfaits et en retirent un impact, d'amélioration dans différents domaines, la communication, l'estime de soi, la confiance en soi, les questions d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, les questions de productivité, d'efficacité au travail, le bien-être aussi, la qualité de vie, qui est un sujet qui émerge très fort et qui progresse, l'optimisation de la performance individuelle et de la performance d'équipe, et puis les opportunités de carrière, voilà, et une accélération dans des nouveaux rôles, notamment la prise de poste, qui est un assez grand classique, en tout cas dans certains grands groupes, qui est installé un peu comme un coaching de prise de poste, c'est assez courant, et donc ça fait partie des impacts positifs observés et notés dans les études. Alors si on relie, on essaie de relier tout ça, c'est-à-dire cette notoriété, les impacts du coaching et qui est coach aujourd'hui. Il y a un besoin, en tout cas une importance de la certification, notamment chez ceux qui connaissent le coaching. Alors ça, c'est très intéressant. Donc chez ceux qui connaissent, qui ont expérimenté le coaching, ils valorisent énormément la certification. À la question, est-ce que c'est important? 40% disent c'est important et 45% disent c'est très important. Par contre, pour ceux qui sont prêts à le faire, ça reste aussi important, mais ils sont évidemment plus dans le doute parce qu'ils ne savent pas forcément très bien ce que c'est, ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un coach certifié ou pas un coach? Bon, si je ne sais pas très bien ce que c'est le métier, j'ai du mal à imaginer ce que peuvent être les certifications et je pense qu'on a un effort à faire, on en pourra en discuter tout à l'heure ensemble, en tant que coach pour expliquer, être un peu plus pédagogue, ne serait-ce que les logos sont parfois un peu obscurs et c'est pas évident de s'y retrouver.
Donc, en tout cas, la certification en moyenne reste quelque chose d'important pour différencier les coachs, pour comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire de se former, quels sont les parcours et comment je peux choisir si je suis un client aujourd'hui, comment je peux choisir mon coach. Toujours du côté de la demande, alors évidemment, qui paye le coaching? Ça c'est très, c'est quelque chose de très remarquable. Moi, qui m'a frappé dans les dernières études, c'est que les chiffres se sont inversés. C'est-à-dire, il y a une petite dizaine d'années, on avait 60% des coachings qui étaient payés par le coaché lui-même. C'est-à-dire la personne qui souhaitait se faire accompagner. En général, elle n'en parlait pas forcément à son employeur. Elle se le payait de sa poche et elle l'utilisait pour son développement personnel. Aujourd'hui, cette tendance en moyenne s'est complètement inversée. Le coaching est financé à 60% par quelqu'un d'autre, donc souvent par l'employeur, l'entreprise. Alors ça peut être aussi des prises en charge dans certains marchés comme le marché français par des programmes de développement managériaux ou leadership. En tout cas, le coaching est financé. C'est plutôt le cas, ça concerne plutôt des coachs qui ont beaucoup d'expérience. Et ça, on l'a observé, et Paul le disait tout à l'heure, on revient de Pékin et d'Asie. Les jeunes coachs qui démarrent, comme ils sont dans un marché qui ne connaît pas très bien le coaching, ils n'osent pas trop approcher l'employeur entreprise. Ils vont plutôt chercher dans leur environnement proche et finalement, ils ont tendance à se tourner vers du coaching plutôt de vie pour démarrer et les jeunes coachs ont beaucoup de mal à avoir des tarifs au même niveau que ceux qu'ils auraient en entreprise. Donc là, on a un double clivage du marché, coaching individuel payé personnellement ou coaching individuel ou collectif payé par une entreprise, et puis jeune coach vis-à-vis de coachs plus expérimentés, certifiés, avec une longue expérience, parfois un passé en entreprise. Donc quand je disais tout à l'heure, il faut qu'on attire les jeunes, je crois qu'on a un peu de travail aussi à faire de ce côté-là. Alors justement, les jeunes générations, la certification, c'est clé. C'est-à-dire si on regarde chez les milléniaux, on est à 49%, 47% pour la génération X, 43% pour les boomers et les Z, mais ils sont très peu, sont moins intéressés par la certification. Donc je pense que il y a un potentiel de formation et d'explication de nos jeunes générations pour qu'ils abordent ce métier, soit parce qu'ils ont envie eux-mêmes de l'exercer, soit parce qu'ils vont l'utiliser en tant que futurs clients, en ayant, j'ai envie de dire, toutes les informations nécessaires pour bien savoir utiliser, acheter et le coaching dans les années qui viennent. Alors, 3e paragraphe, 3e topo, c'est sur la maturité du marché. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait un peu 2 types de marchés et on pourra discuter ensemble, si vraiment, la maturité du marché, France, est bien, conforme à la moyenne européenne des marchés assez mûrs en termes de coaching. Mais ce qu'on observe surtout, c'est que dans les marchés émergents, et si on regarde le cycle de vie du coaching, c'était le cas, il y a on va dire il y a 20 ans quand le coaching a commencé à exister aux États-Unis et puis il y a 15 ans quand il a commencé à arriver en Europe. Faible notoriété, beaucoup de confusion, que le coaching, le mentoring, le training, le counseling, bon, tout ça n'est pas très clair. On le voit toujours comme un remède. Oh là là, mon pauvre, t'as un coach, hein, c'est dommage vraiment. Et beaucoup moins comme un facteur de développement. On connaît pas très bien les formations, donc on peut très bien imaginer qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ce qu'on observe, qui s'autoproclament coach, soit sans avoir suivi de formation, en ayant suivi une formation très express sur un week-end ou complètement en ligne sur 24 heures. Enfin bon, on a vu toutes sortes de choses dans ce domaine-là. Et c'est vrai que sur les marchés émergents ou peu matures, il y a réellement une difficulté à discerner le besoin de formation. Qu'est-ce que c'est qu'une formation au coaching qualifiante, professionnelle, crédible?
c'est loin d'être évident. Le retour sur l'investissement et les bénéfices sont assez peu clairs et cette peur de dire: «Bah, c'est pas pour moi, ça coûte trop cher, je sais pas du tout ce que je vais en attendre». Les coachs professionnels ont tendance à sous-évaluer leurs services, donc soit à tarifer des particuliers, soit vraiment à être dans une sous-évaluation des services parce que pas complètement sûr de la valeur de ce qu'ils proposent et n'ayant peut-être pas les éléments aussi pour le prouver. Concomitant, le business coaching est en émergence aussi et il y a une très faible autorégulation du marché, ça c'est un sujet dont on reparlera, et une très faible présence des grandes associations, que ce soit ICF ou MCC ou même l'association asiatique de coaching, qui ne sont pas encore très présentes dans ces pays. Si on continue à regarder par contre ce qui se passe dans les marchés matures, on a le coaching qui est maintenant positionné de plus en plus pour accélérer les carrières, pour former des champions, en tout cas les aider à réussir, développer des gens, développer les compétences. Le coaching collectif se développe, la certification est reconnue. Le coaching est aussi un auxiliaire très utile pour accélérer des projets de transformation. Les jeunes générations s'attendent à être coachées quand elles arrivent dans leur entreprise pour progresser dans leur carrière. Les organisations elles-mêmes commencent à développer une culture du coaching en dégageant des budgets, en ayant une pratique en interne, en externe, en formant leurs managers, leurs leaders. Et les outils et postures du coaching font partie quasiment intégrante des modèles de leadership qu'on observe dans une bonne partie des grands groupes que nous fréquentons. Voilà, donc on a vraiment cette double existence des marchés matures et des marchés émergents. Mais c'est pas si simple, c'est-à-dire que même dans les marchés matures, et si on prend l'exemple de la France, donc on pourra en discuter, mais encore aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Voilà, il y a un peu ceux qui connaissent, qui ont expérimenté, qui pratiquent, qui l'achètent, qui en ont fait un outil de développement de leurs organisations et de leur personnel, et puis ceux qui savent pas trop, voire qui ne connaissent pas, et qui ont parfois une assez mauvaise image. Donc j'ai envie de dire, même dans nos marchés matures comme en France, on n'est pas à l'abri d'avoir les mêmes travers que dans des marchés émergents. De même, dans les marchés émergents, on l'a vu en Chine assez récemment, il y a certains groupes internationaux chinois qui ont commencé à utiliser le coaching comme un levier de performance managériale et économique et qui s'en servent très bien, comme dans tous les autres marchés où ils sont présents. Donc c'est plus granulaire que le disent mes slides et évidemment, c'est des grandes tendances. Donc gardons ça en tête pour pas faire trop de raccourcis qui seraient mensongers. Alors, dernier chapitre, et après j'ouvre la parole à la salle et aux questions, les tendances. Alors évidemment, les tendances, bon, déjà sur les chiffres, c'est des chiffres qui proviennent d'études, qui sont déclaratifs. Alors les tendances, on est vraiment sur de l'observation de ce qui pourrait se passer, de ce qu'on imagine qui va se passer. La première, il y a trois grandes tendances qui me semblaient intéressantes à noter, qui m'ont l'air assez crédibles, en tout cas qui vont dans le prolongement de ce qu'on a observé jusqu'à présent. La première, c'est la question de la valeur du coaching, qui reste toujours à développer, à démontrer, et ceci dans les marchés émergents comme dans les marchés matures. Donc la bataille ou le combat pour installer, maintenir, rendre crédibles des standards professionnels de qualité, une éthique, une déontologie, une autorégulation du métier, c'est-à-dire
une régulation qui est faite par le métier lui-même, donc et ses fédérations et ses représentants, et non pas une régulation qui serait faite comme dans les métiers de la santé par l'État ou des ministères. Bon, c'est pour l'instant la voie choisie dans beaucoup de géographies, en France y compris, mais on a vu un certain nombre de pays qui, à un moment donné, se sont dit, tiens, si on mettait le coaching sous les professions psychologues ou santé, et on en faisait un diplôme universitaire, et voilà. Donc, évidemment, c'est pas la position des fédérations, c'est de rester sur l'autorégulation. Il y a des livres blancs qui ont été déposés auprès de la communauté européenne depuis un certain temps, ICF, EMCC et les autres grosses associations anglo-saxonnes ou européennes discutent régulièrement pour continuer dans cette ligne d'autorégulation du métier, qui va avec le fait qu'on garantisse des certifications de type ISO, même si pour l'instant aucune fédération ne s'est complètement lancée dans l'ISO. On peut dire que ICF, assez récemment, avec ces nouvelles normes, s'en approche, et en tout cas dans l'intention, c'est d'y arriver un jour, pour que la notion de certification soit une donnée plus objective, une nomenclature internationale reconnue par d'autres métiers, plus proche de ce qu'on voit en effet sur d'autres professions. La deuxième tendance qu'on voit se développer, qui est déjà bien installée, qui est le développement du coaching en organisation, c'est-à-dire le coaching comme un des leviers, un des outils pour accompagner les transformations de plus en plus fréquentes, pour développer des équipes et des collectifs performants, en cohésion, mobilisés, engagés, et contribuant aussi aux notions de QVCT, c'est-à-dire de qualité de vie et de conditions de travail, qui est un axe qui prend vraiment beaucoup d'importance, non pas dans un sens psychologique du terme, mais vraiment dans un sens systémique, c'est-à-dire le coaching comme un outil systémique pour créer des organisations moins anxiogènes et plus propices à une forme de bien-être, en tout cas dans le travail et les conditions de travail. Et puis la troisième tendance, c'est ce qu'on a appelé l'expansion du territoire du coaching, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que le coaching n'est pas lié au secteur, n'est pas lié à la géographie, n'est pas lié à la langue, n'est pas lié à la culture, et que c'est quelque part une sorte de métier transverse qui peut contribuer à beaucoup de choses et qui probablement a un rôle aussi un peu plus large que simplement celui qu'on peut voir en organisation, qu'elle soit publique, privée ou lucrative ou non, mais le coach a un rôle sociétal sans doute à jouer et peut-être de plus en plus dans l'univers dans lequel nous sommes, pour faciliter l'inclusion et la diversité au sein de collectifs, contribuer au progrès social, voire à la transition climatique. Je cite toujours les chiffres de la Fondation ICF qui a, par toute une série d'initiatives de coaching pro bono, a touché plus de 12 millions de personnes dans les 5 dernières années, en proposant des programmes de coaching, donc mis en œuvre ensuite par les coachs sur les territoires, que ce soit pour la Croix-Rouge, pour d'autres organisations. Alors nous, à notre petite échelle, Activision, c'est ce qu'on essaie de faire avec le choix de l'école ou Fedora ou d'autres institutions, en proposant des coachings pro bono, soit à travers les stages que font nos étudiants. Vous en savez quelque chose, je vois qu'il y a beaucoup d'alumni dans la salle, ou pour des personnes qui ont envie de pratiquer en étant ensuite dans leur métier, en utilisant leurs compétences de coach, mais en n'étant pas coach professionnel à temps plein et qui ont envie de continuer à pratiquer et d'avoir dans cette pratique une utilité et un impact social. Donc je pense que là, il y a tellement de besoins que on a vraiment un immense territoire avec un potentiel impact énorme. Et puis le dernier sujet sur lequel je vais illustrer un peu, c'est est-ce que le coaching va être augmenté ou pas par les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, voilà. Qu'est-ce qui nous attend demain
du côté de la technologie. Alors, je suis sûre que ça va susciter des discussions, des réactions. Menaces ou opportunités, voilà. Donc moi, je pense, j'ai laissé volontairement en anglais, use the technology or it will use you. Donc, ben, utilisons la technologie, sinon elle va nous utiliser. Je crois que dans certains cas, il y a un vrai risque qu'on soit utilisé, ou en tout cas qu'on devienne tellement dépendant de la technologie, qu'on soit plus capable de trouver son chemin sans un GPS, et que si on a tout d'un coup plus d'électricité ou plus de batterie, on soit complètement perdu, on sache plus lire une carte. Alors faisons en sorte que ça nous arrive pas avec le coaching. La première chose, c'est que du côté alors on a mené une grande enquête avec Paul depuis l'été sur le coaching et l'intelligence artificielle. Ceux qui nous suivent sur LinkedIn ont peut-être vu nos articles sur les plateformes, sur quels sont les risques, parce qu'il y a des vrais risques. Il y a des risques de dérive éthique, de biais, on peut fausser les statistiques, enfin bon. Et il y a peut-être des opportunités qu'il sera intéressant pour nous, coachs, mais en partenariat avec nos clients, à explorer. C'est-à-dire que l'opportunité d'avoir des données et peut-être de mieux quantifier le retour sur l'investissement, mieux faire percevoir la valeur de notre coaching. Apprécier le retour sur l'investissement, c'est quand même extrêmement précieux. Pouvoir se dire, c'est quoi finalement les grands sujets qui sont traités dans des programmes de coaching quand vous avez 200 personnes qui sont coachées pendant un an avec 5-6 séances, comme c'est le cas de certains programmes sur lesquels nous sommes sollicités. Bon, ça peut être intéressant de se dire, tiens, aujourd'hui, cette tranche de manager, ben voilà les questions qui se posent, sans enfreindre les confidentialités de la séance elle-même. Ça peut donner vraiment des pistes et des leviers pour agir. Donc voilà, alors évidemment, le coach qui serait le robot coach, ou le chat coach ou le chatbot, on en a testé un lors de la fête de nos 20 ans. Bon, on voit bien que c'est encore loin d'être un humain, il n'a pas toute l'empathie, il n'a pas toute la perception fine d'une situation, la capacité à créer des moments de prise de conscience, des insights. Mais bon, voilà, donc il faudra faire avec et préparons-nous. J'arrive à la conclusion. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un environnement complexe et incertain, et je crois que ça ne va pas s'arranger. Je pense qu'on est appelé à vivre dans ces zones de turbulence encore pendant un certain temps. Et finalement, c'est l'essence de notre métier, c'est-à-dire d'accompagner les moments de changement. Alors, il fut un temps, on pensait qu'il y avait un moment de changement. Puis après, on revenait à une stabilité. Puis de nouveau, il y avait un moment de changement. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, tous ceux qui sont dans l'accompagnement pourront témoigner. On est dans le changement quasiment permanent, et on n'a pas le temps de s'adapter, ni même de s'installer, qu'un nouveau changement, ou en tout cas de nouvelles données arrivent. Et c'est parfois assez difficile. En tout cas, les personnes qu'on accompagne au quotidien sont réellement vivent des situations de stress assez fortes. Donc, ma conclusion, c'est ça va continuer. Donc, le besoin de coaching pour moi est énorme, et je pense que le coaching a une vraie valeur ajoutée à apporter à de multiples niveaux. Alors, je les ai appelés IEO et j'ai rajouté un I. Donc, ceux qui connaissaient le CIO, maintenant on a le CIO-I, c'est-à-dire individu, équipe, organisation, et aussi au niveau institution, donc sociétal. Alors, j'aurais pu mettre un S pour société, ça aurait donné IOS, mais on verra ce qu'on fait. Donc, voilà les grandes thématiques pour moi où le coaching a réellement un avenir. C'est la question du bien-être au travail, dont j'ai déjà parlé. Évidemment, la question des transformations, comme facilitateur, catalyseur de changement, accompagnement de ce que vivent les personnels au quotidien.
dans le domaine du développement des organisations pour favoriser réellement la croissance des collaborateurs à tous les niveaux. Et puis évidemment dans le domaine social, sociétal, du développement durable et de la soutenabilité pour un monde peut-être un peu meilleur. En tout cas, on aimerait y contribuer en tant que coach. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions après le webinaire, Camille se fera un plaisir de vous y répondre ou de nous les transmettre en lui écrivant sur 20ans-de-variation.fr. Et je demande à mes chers associés, donc Paul, Denise et Sophie, si vous pouvez me rejoindre à l'antenne sous le contrôle de Camille, qui va nous indiquer les questions, les observations, les remarques qui arrivent. Donc on a prévu encore une demi-heure, donc j'ai envie de dire l'antenne est à vous et on est à votre écoute. Alors, est-ce qu'il y aurait une première question brûlante, récurrente? Alors du coup, j'ai eu une question d'Agnès, donc c'était plutôt en début de présentation, euh, qui me pose la question suivante. Qui des chiffres sur les personnes se déclarant coach, voire sur les profils LinkedIn et pitch en réseau pro, et qui n'ont pas de certification externe type ICF, voire pas de formation ni supervision? Ah, Agnès, ta question est à la fois très pertinente et très dérangeante. Évidemment, on aimerait pas, on aimerait qu'il n'y en ait pas, mais on voit bien qu'il y en a. Alors, il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est que si vous observez quelqu'un qui est visiblement dans une déclaration mensongère, c'est-à-dire il prétend être, c'est comme si moi demain je m'affiche médecin, psychiatre, psychanalyste, bon voilà, c'est pas vrai. Je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychanalyste. Que fait dans ces cas-là, dans une profession réglementée ou en tout cas autoréglementée, on signale à l'ordre des médecins. Et donc, ICF a créé une institution qui s'appelle le Regulatory Board, qui peut intervenir sur tous les territoires, qui a des relais un peu partout dans le monde, à qui on peut signaler d'évidentes fraudes. Alors, moi, lors de ma présidence, ça m'est arrivé d'avoir eu des fraudes très évidentes, soit d'usurpation de marque, soit de déclarations mensongères. Il y a des situations plus grises qui sont moins évidentes, où la personne se déclare certifiée, bon, elle n'a pas vraiment déclaré, elle n'a pas tout à fait terminé son dossier. Enfin voilà, donc on a des situations plus grises. Et moi, je pense que la meilleure chose à faire, et je vois Denise qui sourit, donc tu auras sans doute des choses à ajouter, c'est de faire confiance à nos clients et de prendre le temps de bien expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'être coach, qu'est-ce que ça veut dire que se former au coaching, combien de temps il faut y passer, qu'est-ce que ça veut dire que se certifier et comment on vérifie les certifications. Donc aujourd'hui, avec ICF, c'est très simple, il y a des badges. Donc si vous mettez PCC sur votre LinkedIn, vous cliquez, vous allez voir soit sur le site d'ICF, soit sur le site de Credly, qui est l'organisme des badges, et vous voyez tout de suite si c'est un badge qui remonte à il y a 10 ans ou s'il est encore en fonction. Voilà, pour avoir fait l'exercice plusieurs fois, je peux vous assurer qu'on a des surprises. Denise. Oui, alors la question d'Agnès, en fait, en complément, hein, portait vraiment sur est-ce qu'on a des chiffres sur cette population-là? C'est-à-dire à combien ça pourrait se chiffrer? C'est-à-dire qu'effectivement, ICEF fait des chiffres enfin, fait des enquêtes auxquelles répondent les coachs qui, en général, ont une légitimité à se dire coach. La question, effectivement, d'Agnès portait sur ceux qui n'en ont pas. Et là, on aborde la limite de l'autorégulation. C'est comme tu le disais si bien, Catherine, c'est que si effectivement le métier de médecin, il n'est pas autorégulé, il est régulé. Donc à partir du moment où il y a un ordre, on peut effectivement aller poursuivre, entre guillemets, toutes les personnes qui se déclarent coach et qui ne le sont pas. Mais comme c'est un métier autorégulé, effectivement, quelqu'un qui n'est pas coach, en tout cas pas formé au coaching, voire pas certifié, peut se dire coach. Et malheureusement, ICF ne peut poursuivre que ceux qui prétendraient être coach ICF. Voilà. Donc ça, on n'a absolument pas de chiffres et je
j'ose pas en lancer parce que je pense que je pourrais dire des grosses bêtises, mais honnêtement, je pense que dans certains sur certains marchés, c'est beaucoup, c'est pratiquement autant que ceux qui sont déclarés, quoi. Mm. Mais plus le marché mûrit, moins le phénomène est possible. Parce que justement, plus la communauté grandit, plus elle-même agit en tant qu'autorégulateur. Ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'en fait, nous, on le voit déjà dans les appels d'offres, on le voit aussi par rapport au fait qu'on forme des coachs, dont des personnes qui se forment au coaching, qui sont des RH et qui, en fait, n'ont pas forcément vocation, en tout cas dans l'immédiat, à devenir coach, mais par contre, qui ont vocation à référencer des coachs et qui sont d'autant plus sensibilisés à ce que c'est qu'une formation coaching, la nécessité d'être formé et qui eux-mêmes, ça nous a déjà été dit, hein, Catherine, donc on le sait, après avoir suivi des formations au coaching, refont passer en fait à leur panel de coachs qui le faisaient travailler jusqu'à présent des entretiens et qui en éliminent un certain nombre. Donc il y a aussi une régulation qui se fait par le fait que les gens dans les entreprises s'intéressent au coaching, vont se former pour bien comprendre ce que c'est et pour justement en fait faire le ménage parmi leurs prestataires. Merci. D'autres questions en direct ou par le chat ou par le QNR? Camille? Euh, oui, Denise. Oui, oui, hein, vas-y, parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Il y a Alexandra qui demande, avez-vous des infos sur le coaching avec les jeunes, leur approche? Et en parlant de jeunes, c'est plutôt les étudiants. Voilà. Alors, c'est malheureusement un domaine qui n'est pas tellement balisé encore, mais qui se développe là aussi. On s'aperçoit qu'un certain nombre de grandes écoles ou d'universités proposent à leurs étudiants, et ça en France, mais je sais que ça se fait aussi au Portugal et ailleurs, des coachings de carrière, ou en tout cas d'orientation. Voilà, nous-mêmes, nous avons des partenaires qui nous ont approchés pour mettre en place des cursus de formation de coach spécifiquement dédiés à l'orientation d'étudiants ou en tout cas l'accompagnement des réflexions sur la carrière. Paul, peut-être tu veux en dire un mot? Oui, je pense que c'est un domaine qui va croître pour plusieurs raisons. Tu as parlé des notoriétés du coaching, donc effectivement, je peux dire nos enfants, puisque je suis de la génération qui en a actuellement en âge de consommer du coaching, donc nos enfants sont en général assez au courant que c'est possible, donc je pense qu'il y a une vraie appétence. Et d'autre part, je pense que c'est une très bonne réponse aux situations complexes que nos jeunes traversent aujourd'hui. Et je pense que les parents, les éducateurs et les étudiants eux-mêmes comprennent bien qu'il ne faut pas juste une réponse technique et formelle, il faut un véritable accompagnement qui permet un discernement et donc une marge de liberté pour que le jeune réfléchisse de son côté tout en ayant un soutien par rapport à ça. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait que que ça se développe, c'est déjà le cas. Mais je rejoins la remarque d'Agnès qui est que du coup, la régulation de l'offre va être extrêmement importante pour qu'on n'ait pas, je dirais, au mieux des gens qui ne font pas exactement le travail de façon professionnelle et au pire, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est un enjeu qui intéresse beaucoup France Compétences et nos gouvernants, des dérives sectaires. Il faut savoir quand même que euh, une des raisons comment dirais-je, qui rend un peu difficile la reconnaissance du coaching, c'est pour un certain nombre d'instances gouvernementales la présence de sectes ou de pratiques déviantes au sein du coaching. Donc, c'est une autre nécessité d'avoir une vigilance extrêmement importante et d'expliquer très clairement ce que c'est que le coaching professionnel par rapport à des pratiques non éthiques. Oui.
Ça, c'est un vrai sujet. Sophie, peut-être 2 mots sur, toi qui connais bien tous ces mécanismes de régulation, de reconnaissance, et qui a été très, très active, par rapport aux certifications Calliope, RNCP. Est-ce que tu observes, sur ce point? Le point qu'on observe le plus, c'est celui que Paul vient de citer, hein, qu'il y a une surveillance de plus en plus fine des profils LinkedIn et une chasse aux coachs qui ne seraient pas des coachs certifiés et qui feraient du coaching sans avoir été formés et sans le dire. C'est vrai que nous, on l'a très bien vu dans les contrôles des cohortes, donc tous nos participants qui ont été formés, non seulement sur notre école, mais sur toutes les écoles. Les vérifications qui ont été faites étaient des vérifications extrêmement précises qui allaient très en profondeur sur les profils LinkedIn. Donc, il y a quand même une préoccupation du gouvernement à avoir, même si c'est une profession autorégulée, un œil sur ce qui se fait et à éviter les remontées qu'ils peuvent avoir via la Miviludes de personnes qui ont eu affaire à des coachs un petit peu usurpateurs. Et d'ailleurs, les gens n'hésitent plus maintenant, hein, à le signaler et à dénoncer, donc des utilisateurs, des coachés, à dénoncer. Donc, il y a eu une grosse augmentation des commentaires reçus par la Miviludes là-dessus. Donc, ça, c'est disponible. Vous pouvez aller voir sur le site du gouvernement, sur le dernier rapport de la Miviludes, avec le détail de ce qui a été remonté sur les coachs, et ça vous donnera vraiment les points de surveillance de l'État là-dessus. Et c'est vrai que pour revenir à la question des jeunes, du coaching des jeunes, et de l'action que pourraient entreprendre les universités ou les écoles, c'est sûr que si on pouvait avoir un levier sur la demande, c'est-à-dire le fait que un peu systématiquement dans tous les cursus universitaires ou au moment clé d'orientation, il y ait des coachings proposés, ça pourrait aussi contribuer à attirer des plus jeunes vers cette profession. C'est-à-dire, je pense que on avait mené à l'époque où j'étais chez ICF France toute une action auprès des associations de juniors entreprises des écoles qui, ayant eux-mêmes expérimenté le coaching, alors je ne sais pas si elle est là, Béatrice Melin pourrait en parler parce qu'elle avait été très active sur cette proposition et se faisait ensuite extrêmement prescripteur et acheteur de coaching. Donc on a un cercle vertueux à installer avec une demande pour les jeunes et des jeunes qui se forment plus tôt et qui se forment bien selon les critères de professionnalisation auxquels on tient nous. Catherine, ça nous amène à la question des plateformes Oui, dont on n'a pas parlé. vas-y. Allez. Oui. Une des solutions actuellement que cherche le marché pour répondre à ces demandes de coaching, donc à ces besoins de coaching des étudiants en particulier, c'est de développer la notion de plateforme qui permettrait de mettre à des tarifs abordables pour cette population à travers des formes un petit peu industrialisées de coaching, des solutions pour permettre à des jeunes, par exemple, d'avoir 4-5 échanges de coaching pour leur permettre d'éclaircir des questions avec des coachs professionnels. Donc là aussi, on observe, nous, avec beaucoup d'attention, l'évolution de ce marché, quelle est la qualité finale des prestations. Je pense que pour l'instant, on est encore dans une phase d'exploration et de recherche du sujet. Est-ce que vraiment c'est une solution qui, à terme, va être viable pour mettre le coaching à disposition de beaucoup plus de gens à travers des tarifs préférables? Et puis, comme Catherine l'a dit, que va devenir le lien entre l'IA, l'intelligence artificielle, et ces plateformes associées donc à des coachs? Est-ce que ce sera un mélange coach-intelligence artificielle? Est-ce qu'il y aura des parties uniquement intelligence artificielle? Ça, c'est des sujets, je ne sais pas, Denise, peut-être aussi tu observes ça, qui sont en cours de réflexion. Voilà, en cours de réflexion, tout le monde s'interroge en fait, hein, tout le monde, il y a des clients qui font des tests, il y a pas mal de choses qui émergent en fait. À suivre. À suivre. Je crois J'ai qu'il y une a d'autres question personnes. là en fait.
Si, alors sur un autre type de sujet, mais qui nous concerne tous, bien sûr, c'est celle de l'impact, la mesure de l'impact du coaching. C'est Marion qui pose la question. Quelle pratique d'évaluation de l'impact d'un coaching observez-vous? Et est-ce que nous en avons certaines à recommander? Alors, aujourd'hui, on observe, il y a 2 types de mesures d'impact qui sont faites et qui, à mon avis, sont insuffisantes, mais c'est les plus faciles. Alors, on sait bien qu'on cherche souvent ces clés là où il y a de la lumière, mais et que c'est plus facile d'éclairer certains points. Donc aujourd'hui, à minima, on demande au coaché s'il est satisfait. Et c'est là où les plateformes peut-être vont créer un biais parce que, ils sont en train de recueillir des évaluations de coach sur la base de la satisfaction, donc avec le risque d'avoir le Airbnb ou le booking du coaching avec les coachs 5 étoiles et le développement qui serait absolument néfaste de coaching pour avoir ces 5 étoiles. Donc c'est pas du tout ce qu'on préconise. Donc pour moi, l'indice de satisfaction, et d'ailleurs c'est une des données qu'on a et que j'ai présenté, qui CF enquête tous les ans, la satisfaction, c'est une mesure intéressante, mais non suffisante. C'est-à-dire que le coaché peut être content parce que c'est la première fois qu'il expérimente un coaching, mais il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas d'impact. En tout cas, que l'impact ne soit pas celui qu'on attendait. Donc, la deuxième mesure à minima, et nous, on installe tout un processus que Marion connaît bien, qui est le fait d'avoir des tripartites au début, des tripartites à la fin, des indicateurs, des objectifs un peu précis, des indicateurs pour se dire, bon, on a un coaching qui a un but, et est-ce qu'on l'a atteint ou on l'a pas atteint? Est-ce qu'on peut observer des changements? Est-ce qu'on peut observer des indicateurs par rapport à ce qu'on avait prévu? Donc pour moi, ça c'est vraiment le minimum qui serait une mesure de l'impact et de l'évaluation du coaching, non pas sur la satisfaction uniquement, mais sur l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs qui sont concertés avec les commanditaires, quand il y a plusieurs commanditaires, ou à minima le manager et le coaché s'il y a il y a juste le manager et le coaché concernés. Ce qui serait vraiment pour nous une vraie mesure d'impact, ça serait quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qui prendrait en compte les effets systémiques et la durée. Parce que évidemment, quand on travaille avec un coaching de dirigeants, de leaders, de managers, on coach une personne, mais nous on a l'habitude de dire, et on a une approche très systémique de l'individu, on a une personne dans la salle, mais en fait on a toute l'équipe, toute l'organisation, toute la BU, la zone éventuellement, voire toute l'entreprise dans certains cas. Donc évidemment, le coaching d'une personne, s'il est à des postes de direction, de responsabilité, a un impact effet systémique assez important qu'on va pas forcément mesurer tout de suite. Si jamais l'impact est négatif, ça se voit assez vite, mais quand l'impact est positif, d'abord il faut du temps, c'est-à-dire que parfois nous on observe qu'il faut 6 mois, 18 mois pour que vraiment les effets induits du coaching se manifestent. Et on est très surpris. Parfois, on retrouve des gens qui, 5 ans après, nous disent: ah, mais tu sais, en fait, j'ai eu des prises de conscience bien après la fin de notre coaching, j'ai mis en place des choses. Donc, voilà, c'est cette mesure systémique à plus long terme est un vrai défi commun, j'ai envie de dire, avec les clients. Donc, à minima, on va mesurer l'impact par rapport à des objectifs. Donc, ça, on peut le faire assez facilement. La mesure dans la durée plus systémique, c'est un sujet sur lequel, voilà, moi, je suis prête à réfléchir parce que je pense qu'il y a des clés. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce que Denise, Paul ou Sophie, vous voulez compléter? C'est un sujet un peu touchy, ce sujet de l'évaluation. Ouais, non, j'ai pas grand-chose à compléter, hein. C'est vrai que ce qu'on sait, c'est quand même globalement, les gens qui sont coachés disent rarement qu'ils n'ont pas aimé. Ça, c'est quand même assez rare. Mais l'impact, ce qui est quand même très difficile, c'est qu'on va aussi être un peu modeste en tant que coach. Pendant que nous coachons les personnes, ils ne font pas que du coaching. Donc,
ils réfléchissent, ils se forment, ils font pas donc des fois, c'est vrai que se dire, pendant l'espace du coaching, on les a vus bouger, mais qu'est-ce qui venait vraiment du coaching? Qu'est-ce qui venait d'ailleurs? C'est quand même assez compliqué à dire, hein. Donc Catherine, il y a Meuf Coburn qui réagit. ouais, On la Ouais, voilà. salue par ailleurs. Donc, elle réagit en anglais, mais sorry for my English. Don't worry, Maeve, on est très heureux de t'avoir avec nous. Donc, elle a participé à un récent événement à New York où il faisait une conférence effectivement sur des études d'impact, en particulier sur des experts financiers qui échangent avec leurs clients et en quoi le coaching a apporté un avantage par rapport à ça. Et elle dit, nous, en tant que coach individuel, comment est-ce qu'on peut participer à cet effort de recherche et de travail sur l'évaluation de l'impact du coaching? Et elle dit en particulier, ça serait bien que les coachs individuels se rapprochent d'organisations plus importantes du coaching pour contribuer à cet effort. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à Alors, Maeve? oui, Maeve, merci pour cette question. Je pense il y a deux aspects dans la manière dont on peut contribuer. Le premier, c'est de s'appliquer à soi-même, à chaque coaching, c'est la discipline de prévoir un temps d'évaluation. C'est-à-dire ne serait-ce que de prévoir un temps de bouclage et d'évaluation de chacun de nos coachings, voire de demander à son client d'avoir une petite vidéo ou quelque chose qui capte les principaux acquis, de mesurer les objectifs. Donc ça, c'est chacun dans sa pratique professionnelle, mais c'est déjà beaucoup parce que ça permet de conscientiser, que ce soit pour soi-même et pour le client, et parfois pour les tierces parties, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a apporté, et qu'est-ce qui est du registre du coaching et qu'est-ce qui a été du registre du reste de ce que fait en effet le client quand il est coaché. La deuxième chose, c'est en effet ce que tu mentionnes, c'est-à-dire comment se regrouper pour être plus fort ensemble. Donc, que ça soit chez ICF ou chez EMCC, et je suis ravie de voir que Columbia a aussi ce souci d'avoir une recherche sur le retour sur investissement du coaching. Il y a l'équipe recherche d'ICF travaille régulièrement, c'est un des sujets clés. Je dirais que c'est pas le seul, mais c'est un des principaux sujets. Depuis 5 ans, ils travaillent sur le retour sur investissement et comment on nourrit la profession avec des chiffres, comment on aide la profession à avoir des outils de mesure. Donc ça, c'est un sujet de recherche constant. Le deuxième, c'est évidemment les nouvelles technologies, les plateformes et l'intelligence artificielle. Donc je pense que chacun de nous peut se rapprocher que ça soit Joël Di Girolamo qui est chez ICF en charge de toute la recherche, ou des équipes de Thought Leadership Institute qui est l'institut de recherche d'ICF, pour manifester son envie de contribuer à un groupe de travail et d'être engagé sur ce domaine. Moi, je suis personnellement en veille parce que je pense que c'est indispensable, c'est vraiment clé dans notre métier, mais c'est pas simple. et Denise. Neza avait une autre option là dans les questions-réponses en fait. Elle disait, que aussi en tant que coach, elle publie beaucoup d'articles avec des cas vécus de clients accompagnés et que c'est aussi une façon en fait, voilà, plus on écrira, plus les clients témoigneront eux-mêmes, ce que ça a apporté pour eux et plus ça fera savoir effectivement, ce que ça apporte et donc, elle nous dit: «Je pense que l'une des grosses difficultés du coaching, c'est que ça on manque d'articles». Il y a pas de communication grand public, il y a pas d'information, pas de vulgarisation, donc ça contribue à faire croire que le coaching est réservé à une élite en quelque Oui, sorte. oui. Neza, tu as tout à fait raison et c'est vrai, moi je crois beaucoup à ces histoires, qu'elles soient articles, vidéos, podcasts ou simplement des phrases de témoignages, c'est-à-dire des case studies et la preuve par l'exemple. Et puis, c'est toujours mieux si c'est les autres qui en parlent. Donc, si c'est nos clients qui peuvent Ouais. faire ce témoignage, c'est encore mieux. Mais Catherine, je voudrais avoir excuse-moi de oui, te couper parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais avoir vas-y. le temps quand même de traiter une question complètement différente de Manuel, mais qui, est très pertinente. Ça commence par: «On aimerait contribuer à un monde meilleur». Et donc, il nous dit, à l'heure où la dégradation de l'habitabilité de notre planète remet en cause la croissance illimitée qui est au cœur du fonctionnement de nos clients,
qu'est-ce qu'on peut adopter comme attitude, nous les coachs? Bah, la Vaste coach sujet. non, la coach attitude, c'est-à-dire c'est accompagner les différents acteurs à trouver des solutions innovantes et à libérer des potentiels et de l'intelligence collective. C'est là où le collectif rentre en ligne de compte. Et nous, en tant que coach, on a tout à fait cette capacité d'activer l'intelligence collective et on en a vraiment besoin. Donc moi, je vois un monde d'opportunités mais urgemment des actions à mener avec des collectifs qui ont envie de faire changer les choses. Pourquoi Et pas? alors, justement, en lien, il y a Khadija qui nous demande d'expliquer le rôle du coaching pour la transformation et le développement de la QVCT. Ben, je dirais que les coachs sont des passeurs, des catalyseurs. Donc tous les moments de changement, que ça soit pour un monde meilleur, que ça soit pour la QVCT, les conditions de vie et qualité au travail, je pense que le coach a un rôle à jouer pour favoriser ces transitions, pour aider les passages, les deuils à faire, les renoncements qui sont parfois difficiles, et libérer des ressources nouvelles pour trouver de nouvelles solutions qui ne sont pas celles d'hier. Donc, que ça soit en matière de qualité de vie au travail ou de transformation écologique ou de transformation des cultures d'entreprise, on a vu que le coach était l'accompagnateur des transformations, des transitions, des changements. Bon, et puis on a aussi dans le chat beaucoup de remerciements, Catherine, sur ta conférence, sur la clarté et l'intérêt que ça a représenté pour nos spectateurs. Bon, j'en suis ravie. Donc, il est 29. On tient à tenir nos engagements. Donc, on va terminer dans une minute. Donc, un grand merci à tous d'avoir été parmi nous. Merci à Paul, Denise et Sophie et à Camille de m'avoir aidé et secondé dans ce webinaire. Et c'est le début d'une série. Donc, restez connectés. On aura un replay. Donc, si vous souhaitez la voir, demandez-nous. Et puis, on aura d'autres webinaires, donc avec sur des thèmes comme le coaching d'équipe, la supervision, l'accompagnement des transformations, le mentoring, le co-développement. Voilà, on a tout un petit programme qui s'annonce. Et donc, il y a quelqu'un qui nous dit vivement la suite. Et ben voilà, donc on vous dit à bientôt. Merci à tous. Merci, bonne soirée, merci à Bonne tous. soirée, au revoir. Merci Bonne Catherine. soirée. Au revoir, merci. Au revoir.